réveiller ça. All my people, man. My father, my uncles, my cousins. Une des meilleures séries qui existent, hein. It's just what we do. You just live with this shit until you can't breathe no more. I swear to God, I was courtside for 8 months, and I was free in jail than I was at home. Non, apparemment, ça va pas parler d'Omar Little, alors que c'est le meilleur personnage de la série. Apparemment, ça ne parle pas d'Omar Little. Ça spoil de ouf. Ah bah, ça risque de spoiler un peu de ouf, mais c'est pas grave, ça donne envie aux gens de regarder, hein, je pense. C'est tout, hein. Ouais. Si. Attends. Bah, au pire, enlève-en. Parce qu'il tout. Ah oui, bon, ça. Bah ouais. Ah merde. Bonjour. Ouais, elle me demandait des feuilles, au calme. Ouais, j'avais pas... Ah, j'ai bientôt fini, là. Ouais, à toutes. Bon courage avec ça. Oui, oui, oui. Allez, let's go. Tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais faire un peu comme j'avais fait récemment avec Dune, une vidéo plus en lien avec l'idée originale de ce format, parler de la philosophie présente dans des œuvres de pop culture, des œuvres très connues du grand public. Et en l'occurrence, je voulais vous parler d'une série... Je connais mal sa chaîne, Asga. Par contre, je me souviens très bien de sa tapisserie hyper moche. Je sais, j'ai déjà regardé. C'est quoi le nom de la chaîne? C'est Noé Jacomet. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un tweetos, lui. C'est pour ça que je le connais. Acclamé par la critique, qui est régulièrement cité dans le top des meilleures séries de tous les temps. Et cette série, c'est The Wire, sur écoute en VF, un show produit et diffusé par la chaîne américaine HBO entre 2002 et 2008. Alors je vais pas les premiers bangers de HBO. Avant, il y avait eu la série en prison, là. Très trop en détail sur pourquoi c'est bien. Si vous voulez un article à ce sujet, il y en a un excellent de Mona Chollet sur la section blog du Monde Diplo. C'est un papier qui s'appelle Shakespeare à Baltimore et c'est excellent. Mais donc... oui, bah en fait, pour expliquer un peu, la série, comment elle s'est générée, c'est un type qui était journaliste. C'est Oz, oui c'est ça. Un jour il faut que je regarde Oz. J'ai jamais regardé. Mais il y a plein de séries comme ça. Par exemple, moi j'ai jamais vu Lost aussi. Mais après j'ai l'impression que mater Lost, c'est perdre une partie de sa vie, quoi. En même temps, est-ce qu'on regrette pas? Je sais pas. Il y a plein de séries comme ça qu'il faut que je regarde, des vieilles séries. Lost c'est nul. Waouh. Lost trop bien. Vous êtes tellement pas d'accord. Tout ça parce qu'apparemment la fin a l'air bref. Lost c'est trop bien, ok. Lost c'est sûr tu vas aimer, ok. Lost c'est bien mais j'ai pas vu la fin. Mais moi je suis un peu une vieux man mentale, hein, donc je pense que je vais aimer Lost. Hein. Il y a des cailles de Lost, ah en vrai. Un petit caille de Lost là. Mais après ça a l'air d'être une série un peu expérimentale bizarre sur certains aspects Lost, non? Donc c'est bizarre d'avoir un caille. Pas comme ultra fan de Lost et Buffy. Ah, c'est bon, hein, j'ai entendu suffisamment en parler. Mais oui, mais pour parler de The Wire, bon voilà, série qui a commencé en 2002 et qui a fini en 2008. C'est une série qui est réalisée notamment à l'écriture par un journaliste. Alors, je sais plus exactement pour qui il bossait, mais un journaliste qui couvrait notamment l'actualité de la ville de Baltimore. Donc, un type qui a été habitué pendant des années justement à toutes ces histoires de news autour du trafic de drogue, de la police, nanani, nanana. Et il décide de faire une série. Et à la base, cette série, c'est une série policière. Une série où on suit des policiers qui veulent mener des enquêtes sur le trafic de drogue pour réussir à choper les gros poissons. Sauf que globalement, la politique du chiffre, d'aller choper le petit dealer au coin de la rue, c'est ce qui marche le plus, c'est ce qui plaît le plus parce que ça permet de générer du chiffre. Et donc en fait la série te montre toute la frustration d'une équipe de policiers qui n'arrive pas à faire son travail jusqu'au bout et qui en même temps vit dans cette même ville avec les dealers, avec les gens de quartier et globalement même ils finissent par se connaître, ils finissent par même s'apprécier. Et il y a des scènes, voilà, je vous laisserai regarder la série, des scènes assez émouvantes où en fait tu les vois discuter entre eux, ils se comprennent. Enfin, c'est aussi tout ce rapport-là entre la police et les brigands en quelque sorte, et leur proximité et le fait qu'ils vivent ensemble en fait dans cette même ville et tout ça. Voilà. À la base, la série était vraiment axée autour de ce truc policier.
Et ensuite, c'est surtout la manière dont elle s'est transformée par la suite, la manière dont elle a évolué, qui l'a rendue légendaire. Pourquoi? Parce que c'est devenu une série avec un fond sociologique très précis. En gros, la saison 2, on se retrouve avec des Polonais, on se retrouve avec des prolos qui travaillent sur un port. Et à partir de ce port, pour le trafic, il y a de la drogue qui arrive, mais il y a aussi des réseaux de prostitution. Et en fait, on est en plein milieu des histoires de syndicalistes. Et comment ils font pour cacher à la police qu'ils autorisent certains containers à passer pour se faire un petit billet, parce que leur salaire, c'est de la merde et compagnie. Saison 3, si je me rappelle bien... Alors attends, la saison 3, je me rappelle ce qui se passe, mais sur qui on met l'angle. Il me semble que saison 3, on met l'angle sur la campagne la campagne pour la... c'est une saison beaucoup plus politique. Là, on est beaucoup plus dans les bails de comment se déroule une campagne municipale et ensuite une campagne pour devenir député ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est la 4. Et la 3, c'est quoi, alors? Je me souviens plus de l'ordre. Non, la 4, c'est l'école. La 3, c'est l'école? Non, c'est pas la 3, l'école. C'est l'éducation, la 3? Vous êtes sûr de ça? C'est ça? Ok, la saison 3, c'est l'école. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, lors des 2 premières saisons, on suit des trafiquants de drogue qui sont plutôt âgés, qui sont installés et tout ça. Et en fait, la saison 3 nous commence à aller dans l'école, nous montre tous les problèmes de l'éducation de la ville de Baltimore et tout ça. Le fait que les élèves, globalement... c'est des décrocheurs scolaires, donc ils se demandent s'ils vont pas justement aller dealer ou des trucs comme ça. Et ça prépare ensuite la génération des futurs dealers pour les saisons suivantes. Et la saison 4, c'est la campagne municipale. Et la saison 5, c'est dans les coulisses des journalistes. Bref, mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que au bout du compte, quand on a fini cette série, on a vu énormément d'aspects de ce qui fait fonctionner la ville. On a vu l'école. On a vu la politique de la ville, on a vu les quartiers, on a vu la police, on a vu les journalistes. En fait, on voit plein de choses. Et à la fin, ça devient un peu notre ville. Et c'est un truc... La série, elle a une profondeur sociologique très forte. Et en fait, la ville, ça devient vraiment le théâtre des personnages, quoi. C'est pas juste un décor. C'est vraiment la ville. Les personnages sont dedans et tout ça. Et puis après, il y a aussi la genèse du projet, le fait que les acteurs, ils ont été choisis sur place. Pour une grande majorité, c'est des gens du coin. Et du coup, ils jouent des rôles qu'ils connaissent, en fait. Ils jouent des rôles de personnages qui voient graviter autour d'eux et tout ça. Bref, c'est vraiment une très très bonne série. Et c'est mythique un peu, voilà, c'est mythique. Moi, je vous conseille pour ça. Et pourquoi je dis que c'est une série de gauchistes? Pour ces raisons-là. Parce qu'une série avec un fond sociologique aussi important, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je vous conseille d'aller la voir en tant que gauchiste, quoi. Mais même pas en tant que gauchiste, parce que c'est une série de suspense, c'est une série c'est un thriller, il y a des affaires policières. C'est bien, quoi. Puis c'est un peu bandeur, de violence. Si vous êtes bandeur de la rue, c'est une bonne série aussi, quoi. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de relier les thématiques de The Wire. Ultra-gauchiste, on peut être ultra-gauchiste avec la série, mais en soi, la série te dit rien, hein. Tu peux être tout à fait pro-police et mater cette série, hein. Tu peux tout à fait être de droite et bien aimer The Wire, je pense. À des considérations philo, et pour ça, on va s'appuyer évidemment sur la série, mais aussi sur une conférence donnée en 2008 à l'université de Berkeley, donc en Californie, par son créateur, David Simon, qui à la base était d'ailleurs journaliste au Baltimore Sun. Les gauchistes, vous allez détester qui fait des keufs? Non, moi je trouve que justement, c'est des... En fait, un des avis gauchistes que vous ignorez, c'est que sur la police, un des avis qui est un peu plus précis, au-delà du simple fuck la police, réformer la police et tout ça. Enfin non, au contraire. C'est que c'est un peu le même. En fait, la série, elle témoigne d'un problème vis-à-vis de la police qui est le même chez nous. C'est le manque de moyens accordés à la police judiciaire et le fait que c'est la course aux chiffres avec la BAC, avec la police municipale. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des Naël qui se font tuer à bout portant parce que tu as des flics mal formés qui veulent faire du chiffre et qui vivent dans un imaginaire raciste et compagnie. Alors que la police judiciaire, c'est ce qui permet de mener des enquêtes et tout ça. Et pourquoi la série s'appelle The Wire ? Parce qu'elle fait l'historique de cette nouvelle technologie qui est l'observation des télécommunications sur les téléphones portables. En fait, la série, elle commence en 2002. C'est le début des technologies d'observation de téléphones portables et compagnie. Et donc, la série, son angle, c'est de montrer comment la police judiciaire améliore ses moyens en étant capable de tracer sur les téléphones des dealers toutes les conversations et tout ça.
Oui, voilà, c'est une série assez panoptique en fait, sur l'observation des communications, sur le renseignement et tout ça. Et en fait, la série, elle montre aussi toute la désillusion des flics qui se retrouvent successivement à vouloir faire des enquêtes, à ce qu'elles échouent pour des motifs politiques, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, tel politique, il est impliqué avec les dealers, parce que les dealers, ils blanchissent leur argent en achetant des propriétés, par exemple, et que ça arrange un politique, etc., etc. Et donc, ils voient comment leur travail est empêché. Et en fait, la plupart des flics de la série, qui au début de la série sont un peu des héros, qui veulent à tout prix faire des enquêtes pour rendre la ville meilleure et compagnie, bah, ils finissent par se résigner. Il y en a qui démissionnent, ou il y en a qui finissent par être des baqueux et à faire du chiffre. En fait, c'est ça aussi, c'est ce cynisme-là que te transmet la série. C'est pour ça qu'elle est bien. Mais juste donc, avant d'attaquer... C'est pour ça que tu finis aussi par aimer les flics de la série. Si vous connaissez pas The Wire, ça raconte en 5 saisons certains aspects du quotidien de la ville de Baltimore dans le Maryland, une ville de 500 à 600 000 habitants selon les périodes, qui depuis longtemps maintenant possède l'un des taux d'homicide les plus élevés des États-Unis, notamment à cause du trafic de stupéfiants et de la violence entre les gangs potentiellement rivaux qui s'y adonnent. À travers les 5 saisons de la série, on suit différents aspects du système civique de Baltimore, la réalité policière, celle des narcotrafiquants, le système éducatif, le côté politique et médiatique aussi. Et ce qui me semble important à dire sur tout ça, c'est que The Wire reste un tableau qui n'est jamais malveillant avec qui que ce soit, mais qui malgré tout montre comment une ville s'enferme dans une dynamique sociale qui est par certains... Oui, c'est pour ça que c'est pas si gauchiste, c'est très neutre. Hein. Après, montrer cette réalité-là sociale, du coup, ça permet, à l'inverse des discours racistes, ça permet de ne pas l'essentialiser. Donc en soi, oui, c'est un peu gauchiste. Mais ça reste neutre. Aspects désespérantes. Et c'est peut-être ça le seul truc que je dirais à propos de la série en tant que spectateur, pour vous donner envie de la regarder. Oui, voilà, l'approche est certainement gauchiste. Mais le ton de la série, en soi, si tu la regardes et que t'es pas politisé, tu te dis pas je vais être de gauche, tu vois. The Wire est une série qui est respectueuse. Elle respecte son sujet, elle respecte ses personnages, elle respecte ses auteurs, ses acteurs, et elle respecte son public en partant du principe qu'il n'est pas composé d'imbéciles. C'est suffisamment rare dans la pop culture pour être souligné. Ouais. Alors avant de poursuivre et de commencer à parler philo, sachez qu'il va me falloir révéler quelques éléments de l'intrigue, donc si vous n'avez pas vu The Wire et que vous n'aimez pas le spoil, il y a encore temps de quitter la vidéo. Voilà prévenu, quoi qu'il en soit. Vous êtes prévenu. Soit donc je voudrais pour attaquer, vous passer un premier extrait de la prise de parole à Berkeley de David Simon, donc on va dire le créateur principal de la série. Extrait écoutez, si la série vous plaît pas, enfin si la série vous plaît, partez. Quittez le stream, allez voir Danny Raz un peu plus tard là. Mais en tout cas, je vous conseille The Wire. Et puis s'il y en a d'autres que ça spoil et ils s'en foutent et ils iront regarder, voilà. Dans lequel il ne parle pas de fiction pour le coup, puisque... Par contre, si vous partez de ce stream, ça vous engage. Hein. Moi, je veux que vous allez voir The Wire. Hein. En s'appuyant sur ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans au moment de l'ouragan Katrina, donc en 2005, il explique l'un des thèmes principaux de la série, nos difficultés, voire notre incapacité, nous les humains, à résoudre nos problèmes. Ah oui, donc ça, c'est un des réalisateurs, David Simon. Bah, il me semble que c'est ce gars, c'est le journaliste à l'écriture, quoi. You make the mistake of mentioning to the people there that their city was undone by a storm or by a hurricane. You will have your head handed to you by a local, and rightly so, because the hurricane that passed New Orleans, called Katrina, was actually somewhere between a Category 2 and a Category 3. It was actually quite weak. It was en mode les bâtiments étaient pas solides et tout. A hurricane that all of the canal walls and all of the levees were supposed to be able to sustain themselves against easily. Everything up to a Category 3 was assured. The storm didn't overtop the levees. The storm didn't destroy the levees. A barge did. A barge that was not secured and was left in the industrial canal struck the retaining wall and destroyed the lower Ninth Ward. I don't know if you're familiar with New Orleans, but it's not a heavily trafficked part of the maritime industry anymore. There's a couple of barge companies. But it's for small. Mostly what you see is small pleasure craft going through that canal. Oui, la saison 2, en parlant des dockers syndicalistes et tout ça, elle parle de ça. Elle parle du fait que leur business est en train de s'écrouler. Et c'est pour ça qu'ils commencent à s'acoquiner avec le trafic de drogue et tout ça. Parce qu'ils voient que leurs boulots sont en train de disparaître. So, me being not particularly maritime, I said, well, maybe they should close the canal. I just said this to myself. Save a whole city, have a couple barge companies make money. But no, they kept it open. They built the walls back to the same level of mediocrity they were before the storm, and they waited for Gustav.
Alors pour info, Gustave dont il parle là, c'est un autre ouragan qui est apparu après Katrina et qui a aussi fait des dégâts à la Nouvelle-Orléans, beaucoup moins que Katrina, mais quand même. Gustave c'était en 2008. Enfin voilà, on a une tendance à répéter inlassablement les mêmes erreurs, ou plus exactement à ne pas apprendre de nos erreurs, et à laisser des situations, en particulier sociales, se détériorer et péricliter. C'est ce qui se passe dans The Wire, les décisionnaires savent que la ville est par certains aspects en perdition, mais pour des raisons politiques, pour des raisons carriéristes, ils apprennent soit à se taire, soit à tricher avec la vérité pour s'attribuer les mérites d'une amélioration qui en réalité est purement imaginaire. C'est ce qu'on voit. Le PS, quoi. Globalement, ça parle du PS un peu. On voit dans la série quand elle s'attarde sur la question des chiffres, des stats, etc., dont on peut, en étant habile, arriver à faire dire autre chose que ce qu'ils disent vraiment. Là-dessus, je vous passe un nouvel extrait de la conf de David Simon à Berkeley. It's not as if The Wire was about sinister people doing sinister things. There's no fun in that. There's no drag in writing a show about bad guys and good guys. First of all, it's not credible, and second of all, it's not where the real evil lurks. In this culture, if you want to find out where the dirt is done, parse some statistics. And I'm in academia now, which you know, maybe not the humanities, but there's some places here where statistics are given great credibility. I learned to, as a reporter, to start despising statistics and to regard anything that was ever cited to me in advance of an argument as dubious just because somebody was pulling it out and using it. I was that cynical about it after a while, which, every now and then I proved wrong and the statistic was genuine and it was not subject to dual interpretation. But as I got better as a reporter in the later years of doing it, I realized as soon as any of our institutions create a means by measuring how well they're doing in terms of quality. Ouais, elle a créé son propre outil d'analyse. C'est comme pour la police, vu que ça tourne autour de la police, la politique du chiffre, la BAC, la police municipale, le fait qu'elle fonctionne bien quand elle fait du chiffre sur des arrestations immédiatement résolues. Tu chopes quelqu'un, l'affaire est déjà réglée. Et c'est un outil que la police a créé elle-même pour s'analyser. C'est ça qui est dramatique, quoi. Someone is running behind them in the institution to figure out a way to destroy that statistic as a meaningful measure of anything. Ce dont parle David Simon ici, c'est quelque chose qui est montré fréquemment dans la série. C'est pour ça, en fait, la série, ok, elle te parle de trafic de drogue, de police, elle peut aller dans ce truc très thriller et compagnie, mais non, elle te parle d'institution avant tout. Triche sur les stats. Quand la mairie demande à la police de faire baisser la criminalité pour avoir des belles stats à diffuser à la presse et au public, et les flics s'arrangent pour faire passer les crimes pour des délits, et ce qui était dans la réalité des faits une infraction grave devient statistiquement une entorse mineure. Et j'ai un extrait de la série à vous montrer dans lequel un des personnages, Prez, après avoir quitté la police pour devenir enseignant, découvre qu'on fait la même chose à l'école. I don't get it. All this so we score higher on the state tests. Oui, par exemple, ce personnage, il est hyper intéressant, il est touchant. Il arrive dans la police saison 1. Merci Germaine Suplex. Il arrive dans la police saison 1. C'est un petit branquignol, fils de préfet, je crois. Il se croit tout permis. Il part en intervention avec ses collègues et il fait un truc. Il se met à tabasser un jeune sur un truc hyper raciste. Tout le monde lui en veut dans la police parce que il n'y a pas que des blancs dans la police. Il y a des gars, ils sont en mode waouh, ce gars est raciste en fait. Oui, il est ultra raciste au début. Puis au bout d'un moment, en fait, il s'en veut parce que tous ses collègues lui font sentir que voilà quoi. Puis c'est la police de Baltimore, quoi. C'est pas tous des blancs. Il y a aussi plein de gens du coin aussi qui finissent par bosser là. Donc ça passe pas. Ce racisme ne passe pas. Et il essaye de continuer dans la police, mais finalement, il n'y arrive pas. Et il finit par devenir prof parce que, justement, il est optimiste. Il est en mode, ça y est, j'ai compris où est-ce que je peux changer la situation. Je vais aider ces jeunes en étant prof. Et d'un coup, il se retrouve dans une école, mais c'est de la merde. Mais il est trop intéressant ce personnage. Tous les personnages sont tellement intéressants, je trouve. À part bien sûr les personnages principaux comme McNulty, mais le principe c'est que McNulty ne change jamais. Il est un peu inintéressant, précisément on s'identifie à lui parce qu'il est cynique. What is it assessing in them? Nothing. It assesses us. The test scores go up. They can say the schools are improving. The scores stay down. They can't. Juking the stats. Excuse me? Making robberies into larcenies, making rapes disappear. You juke the stats and majors become colonels. I've been here before. Wherever you go, there you are.
Et c'est un peu ça que Simon trouve désespérant dans ce qu'il observe à Baltimore, l'impression que quoi qu'on fasse, on est condamné à une forme d'inaction collective, même... Oui, et puis tout le monde parle de Omar. Je pense qu'il va pas parler de Omar. Mais Omar, c'est un... Oui, c'est un des meilleurs persos aussi, mais c'est un perso qui est vraiment, genre, pour une série de l'époque, qui est vraiment spécial. C'est un perso... c'est un noir pauvre homosexuel. Globalement, la plupart des gens sont au courant, donc il est assez rejeté. C'est un marginal, il vit dans son coin avec ses amants et compagnie. Par contre, il sait manier les armes, il est fort, et il va braquer les dealers. En fait, c'est le mec dont personne ne veut parce qu'il est homo, mais derrière, c'est le braqueur des dealers, donc tout le monde le redoute. Et du coup, il arrive avec sa redingote, il a des fusils à pompe sous sa redingote, il va braquer les mecs. Voilà. Incroyable, quel perso de fou. Quand certains acteurs individuels voient le problème clairement. Parce que les institutions sont des énormes machines qui, quand ça va mal, avilissent... Oui, c'est pas un perso du réel, c'est pour ça qu'il est héroïque. Après, il y en a, hein, mais c'est rare. Enfin, c'est un perso mythique un peu. des êtres humains. Et avec ça, on arrive à notre référence philo principale, puisque ce côté absurde de la voilà, Omar, il joue Jungle, globalement. condition humaine, eh bien c'est quelque chose dont Albert Camus a beaucoup parlé, notamment par rapport à un de ses essais les plus connus, le mythe de Sisyphe. Donc si vous connaissez pas la figure mythologique en question, Sisyphe c'est un personnage présent chez plusieurs auteurs, mais qui, en gros, un peu à la manière de Prométhée, va se montrer plus malin que les dieux, va leur faire à l'envers à plusieurs reprises, ce qui évidemment va pas leur plaire, et là-dessus, classique, Sisyphe finit par avoir droit à son châtiment divin, et en gros, donc il se retrouve aux enfers, où il est condamné à faire rouler éternellement un rocher jusqu'en haut d'une colline, rocher qui évidemment finit toujours par dégringoler jusqu'en bas, forçant Sisyphe... Voilà, c'est pour ça que t'as de l'empathie pour les flics, c'est la sensation qu'ils te donnent dans la série, c'est ça. À moins d'être des troufions sans réflexion, ils se rendent tous compte que leur travail, il est très insipide. C'est aussi pour ça que chez nous, la police, bah... ce qui fait le succès de la police, c'est de finir par être composé de troufions qui se posent pas de questions. Et qui ont juste envie de tirer au flashball sur des manifestants pour avoir un petit frisson de leur existence, quoi. Enfin, c'est ce qui arrange les gens aussi. C'est pour ça que c'est dur de les condamner. Recommencer depuis le début, inlassablement sa tâche. Et dans The Wire, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont un côté sisyphéen, aussi bien dans la police que dans les médias ou dans le système éducatif, et même de façon plus surprenante du côté des narcotrafiquants. Parce que même si c'est pas une institution officielle, bien sûr, ce domaine n'échappe pas à la règle du système. C'est un groupe social qui s'organise et qui impose sa loi aux individus qui en font partie, et qui les force à un quotidien absurde. Et parmi eux, le personnage de D'Angelo, que vous avez vu dans l'intro, il représente un bon exemple de ça. Il est l'un des Sisyphes de la saison 1, en tout cas côté dealer. Et je voulais vous citer un premier extrait du mythe de Sisyphe de Camus, celui-ci nous décrit notre protagoniste. Et je pense que c'est quelque chose d'assez commun à tous les humains en fait, je pense qu'on a tous un peu de Sisyphe en nous, et qu'on a tous été confrontés à des tâches ou à des contextes dans lesquels on avait l'impression de n'avoir... Surtout des bandeurs de violence. Je trouve que la série, c'est pas ce qu'elle décrit. Hein. Aucune fonction véritable. Elle décrit plus ça, avec, sans le nommer, le successeur des dealers saison 4 là. Justement, le plus dangereux d'entre eux. Le plus fort, précisément parce que c'est un énorme bandeur de violence. Que le rôle qu'on nous avait assigné était insensé. Je cite. « On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Il l'est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever. C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre. On ne nous dit rien sur Sisyphe aux enfers. Les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Pour celui-ci, on voit seulement tout l'effort d'un corps tendu pour soulever l'énorme pierre, la rouler et l'aider à gravir une pente 100 fois recommencée. On voit le visage crispé, la joue collée contre la pierre, le secours d'une épaule qui reçoit la masse couverte de glaise, d'un pied qui la cale, la reprise à bout de bras, la sûreté toute humaine de deux mains pleines de terre. Tout au bout de ce long effort, mesuré par l'espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur, d'où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine. Et souvent, c'est d'ailleurs dans le milieu professionnel qu'on se découvre Sisyphe, parce qu'on va avoir potentiellement des supérieurs qui vont nous donner des tâches qui paraissent ridicules, mais qui sont juste en fait normées d'une certaine façon. Ici encore, c'est la superstructure, l'institution qui crée ce paradigme. C'est-à-dire que c'est pas intrinsèquement la faute de votre boss, c'est pas lui qui est sadique, dans la plupart des cas. C'est juste qu'il est extrêmement difficile, voire même impossible pour un individu isolé, de transformer un système. Et évidemment, ça aussi c'est montré dans The Wire. La plupart des personnages, qu'ils soient des flics, des dealers, des politiques, des dockers, etc., sont condamnés inlassablement à jouer à un jeu dont les règles les condamnent à ne pas gagner. Et même quand l'un d'entre eux essaie de changer les règles, de forcer le destin... À part les politiques peut-être. C'est ceux qui s'en sortent le mieux, évidemment. Pour au moins tenter de transformer le système, il se fait lâcher par les autres, parce qu'on a tous peur du risque. C'est d'ailleurs tout ce qui est montré dans la saison 3 de la série, avec ce qu'essaie de faire le major de police Bunny Colvin. Pour faire court, il est tellement las de voir ces quartiers sombrer dans la misère sociale qu'il... Oui, ça c'est incroyable. Ce passage de la série, c'est une dinguerie. Ça veut dire que pendant les 2 premières saisons,
La police, elle court après les dealers, justement. Elle veut mettre fin au trafic, elle veut faire des enquêtes. Et puis là, ce gars débarque. Et il se rend compte qu'ils peuvent rien faire. Et il décide de faire quoi? Il décide qu'il y a une rue de la ville où ça sera autorisé de se shooter. Oui, il crée littéralement le Little Amsterdam. En gros, les gens et les dealers... alors non, je crois que les dealers n'ont pas le droit de vendre, mais ils le font quand même en douce. Mais par contre, les toxicos ont le droit d'être là et de se shooter. C'est la partie la plus gauchiste de la série, ouais. En fait, c'est une sorte de tentative anarchique, autogérée par les flics, de faire des genres de salles de shoot... Ouais, enfin, c'est très étrange. C'est ce qui est fascinant. Oui, c'est comme une salle de shoot, mais là, en fait, c'est juste dans toute une rue, d'un coup, tous les toxicos, ils viennent s'installer et ils vivent là. Alors, du coup, c'est infâme, hein. Ils sont tous là à vivre entre eux. Il y a des bagarres, c'est la merde. Il y a tout ce qu'il y a de pire. Mais c'est tout de même une expérimentation. Bref. Décide de créer une zone restreinte. Et du coup, ce mec finit par se faire virer, hein, je crois. Dans laquelle, sans que ce soit dit officiellement, les dealers ont le droit de dealer. Ils légalisent localement la vente de stupéfiants, et ça a des effets positifs, parce que comme ce trafic autorisé est concentré dans une zone limitée, déjà les autres quartiers de son district sont beaucoup moins confrontés à la criminalité. Et donc, dans une certaine mesure, ils revivent. Mais en plus de ça, en termes de santé publique, ça permet aussi de faciliter tout ce qui est associé à la consommation de certaines drogues et à la misère sociale. Par exemple, le traitement de l'addiction, le dépistage de certaines MST, comme le VIH qu'on peut aussi choper quand on est accro à la seringue, hein. Et malgré ça, vous vous en doutez. Oui, il fait ça parce qu'il est à 6 mois de la retraite, c'est ça qui est fascinant. Mais c'est ça aussi qui te fait aimer un flic comme ça, tu vois. C'est que dans la série, ouais, le flic il est à 6 mois de la retraite, il est en mode bon, j'ai passé ma vie à courir après des gars et ça servait à rien. Parce qu'au fond, les politiques s'en battaient les couilles. Vas-y, je vais marquer le coup. Je vais faire un truc complètement anarchiste là. L'expérience du Major Colvin ne dure pas parce que, politiquement, personne n'est prêt à assumer de dire que la dépénalisation peut paradoxalement être bénéfique. Médiatiquement, c'est jugé comme inavouable, aussi bien par le maire qui veut être réélu, que par l'opposition qui est en campagne électorale, par le département de police dont les gros bonnets veulent préserver leur carrière, etc., etc. Et donc bien sûr, Bunny Colvin finit par se faire jeter et répudier par tout le monde, alors que dans les faits, certains des responsables... Oui, et puis aussi les gens, dans la série, ce que je vous conseille aussi, c'est qu'il y a des acteurs qui sont devenus hyper stylés par la suite, hein. Il y a, comment s'appelle, un des personnages importants, par exemple, c'est Littlefinger, le mec de Game of Thrones et tout ça. Enfin, il y a tout un cast qui est trop bien. Enfin, sa politique et policier réalise que sa vraiment des bons acteurs, quoi. Expérience a montré des signaux encourageants. Et malgré ça, on retombe dans la routine délétère des statistiques et on essaie de montrer, en trichant sur les chiffres, qu'il y a une amélioration, alors que fondamentalement, rien ne change. Ça peut paraître désespérant, et c'est d'ailleurs reflété par le titre de la conférence de Simon à Berkeley, l'audace du désespoir. Mais s'il y a un aspect audacieux dans ce désespoir, c'est que le constat n'est pas totalement sombre. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant dans l'analyse de Camus, pour en revenir à la philo, elle ne s'arrête pas sur un constat amer. Je vais développer après, mais pour encore une fois souligner l'aspect camusien de la série, j'aimerais vous montrer en quoi David Simon va dans le même sens, dans cette idée de dire que la condition humaine, même si elle est absurde par beaucoup d'aspects, elle nous donne aussi accès à une forme de dignité et qu'on peut arriver à trouver du sens dans ce merdier qu'on appelle la vie. Ça, c'est un nouvel extrait de la conf à Berkeley. Pick something that matters, that's bigger than yourself, that isn't for your own gain, and commit to it, and see what happens. Non, mais ce gars, c'est un amour, hein. J'avais vu un peu des interviews de lui, mais... If nothing else... C'est trop fascinant de voir un ricain lucide, en fait. Moi, j'ai tellement de mépris pour les ricains, je les trouve complètement fous, ça me fait trop du bien. The bastards will not be able to say that they didn't know, and that was the fun of The Wire, was rubbing it in the faces of a lot of politicians and a lot of bureaucrats in Baltimore that had let it go. You know, the school system had been the school system for generations. The crime stats had been juked for generations. The drug war had been a disaster for generations. The only gratification. C'est ça qui est fascinant. Je sais pas si vous vous rendez compte du pied de nez que c'est. Ça veut dire que c'est un journaliste qui a travaillé à Baltimore, qui fait une série qui se passe à Baltimore et qui met en scène toutes les magouilles qu'il a pu observer en tant que journaliste quand il était à Baltimore. Globalement, en fait, il est littéralement en train de parler de vraies personnes. C'est pas juste un scénario, il est en train de parler de vrais faits politiques, de vraies magouilles qu'il y a eu. Et du coup, évidemment, quand c'est une série qui sort sur HBO, qui a du succès... Alors, elle a pas eu tant de succès que ça, hein. C'est une série mythique, mais... C'est pas une série qui a si bien marché à son époque. C'est plus une série classique et culte avec le temps aussi. Mais c'est ça aussi qui fait que... Bref. We got from doing it, oui, le tir de tribune. The way we did it was to say,
we know what you're up to. You know, we know it's, you know, you may get to be governor, but, you know, we figured you out. It doesn't amount to much, but it, you know, it's better than being a sucker, right? Ici, on voit apparaître quelque chose de très existentialiste dans la réflexion de David Simon, qui est lié à notre potentielle réaction face à l'absurde. Et je parle bien d'existentialisme, et donc d'un cadre plus large que Camus, parce qu'il y a d'autres auteurs dans ce courant qui ont eu cette même réaction, celle face à l'absurde de la condition humaine, essayer de trouver la réponse appropriée. Et en particulier, je pense ici à Søren Kierkegaard, qui est un peu aux prémices du mouvement existentialiste, c'est un philosophe danois du 19e siècle qui, à l'évidence, a influencé Camus. L'existentialisme, pour info, c'est donc un courant philosophique du 19e, 20e siècle. On associe beaucoup à Sartre, notamment pour cette phrase qui revient plusieurs fois dans son essai « L'existentialisme est un humanisme », phrase qui affirme que l'existence précède l'essence. L'idée centrale de l'existentialisme, c'est donc que les individus ont un pouvoir transformatif sur leur propre essence, de par leur existence. Ils ne peuvent être réduits à des catégories a priori. Au sens pratique, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez être de telle ou telle origine sociale, de telle ou telle origine ethnique, et ça a un impact sur vous, bien sûr, mais vous n'êtes pas réductible à ça. Ça ne vous définit pas entièrement, parce que à travers votre existence et le regard que vous portez sur votre propre expérience, vous pouvez choisir de vous définir autrement. L'important ici, c'est donc la conscience. C'est parce que les êtres humains sont conscients de leur existence et de leurs conditions qu'ils ont cette capacité. Et là encore, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le mythe de Sisyphe, et notamment dans l'extrait qui vient juste après celui que je vous ai lu plus tôt. Dans ce passage, Camus parle du moment où Sisyphe, après avoir vu le rocher retomber en bas de la colline, redescend pour le récupérer et le faire rouler une nouvelle fois vers le sommet. Je cite. « C'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà Pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. À chacun de ces instants où il quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher. » Ici encore, c'est quelque chose qu'on voit dans... Le perso d'Omar est mort il y a quelques années. Ah merde. The Wire. Les protagonistes sisyphéens de la série ont conscience de leurs conditions, ils se savent prisonniers d'un jeu presque immuable, et c'est dans ces moments de lucidité que leur dignité transparaît le plus, parce que leur courage est indéniable, leur capacité à accepter, en connaissance de cause, des circonstances sociales... Tu penses quoi du perso de Snoop? C'est le crackhead, non? Merci la Plumzer. J'en pense que... Snoop, comment dire? C'est un perso avec un mauvais fond. Ah non, c'est la meuf. Attends. C'est la policière? Oui, c'est Bubble. Ah, pardon. Moi, ça fait longtemps. La gamine? Putain, mais je me rappelle plus, attends. Ah non, Snoop, c'est Suzuka. La meuf tireuse pour Malo. Oui, pour moi, c'est Suzuka. La tueuse. Qu'est-ce que j'en pense? Je m'en rappelle plus trop, je t'avoue. Je m'en rappelle plus trop. Meuf un peu mec trans. Bah, meuf de la rue qui veut se faire respecter, quoi. Celle qui va acheter une visseuse perceuse pour tuer les gens. Oui, je m'en rappelle. Oui, très bon perso. Mais je me rappelle plus assez pour... Ouais. Incroyablement dur, c'est ça qui fait leur humanité. Et j'ai un extrait de la 4ème saison à vous montrer là-dessus. Dans ce passage, McNulty, donc un flic, discute avec Bodhi, un dealer à qui, pour différentes raisons, il vient d'éviter des ennuis juridiques. Ah oui, voilà, je pensais à cette scène. Quand je parlais des scènes mythiques, là, où tu te retrouves avec les flics qui discutent, parce qu'ils sont tous cyniques et tout, avec les voyous. Bref. I ain't no snitch. Didn't say you were. Been doing this a long time. I ain't never said nothing to no cop. I feel old. I've been out there since I was 13. I ain't never fucked up a count, never stole off a package, never did some shit that I wasn't told to do. I've been straight up. But what come back? You think if I get jammed up on some shit, they'd be like, all right, yeah, Bodie been there. Bodie hang tough. We got his pay lawyer. We got a bail. They want me to stand with him, right? Where the fuck they at when they supposed to be standing by us? I mean, when shit goes bad and it's hell to pay, where they at? This game is rigged, man. We like them little bitches on the chessboard. Pawns. Yo, I'm not snitching on none of my boys. Not my corner, and not no Barksdale people, or what's left of them. But Marlo, this nigga and his kind, man, they gotta fall. They gotta.
Well, for that to happen, somebody's got to step up. I do what I gotta. Oui, c'est ça qui est fascinant dans la série et tout ça. C'est quoi la série, les gens? C'est The Wire. Mais là, à ce moment-là de la série, en fait, oui, voilà, je voulais pas en parler parce que je voulais pas trop spoiler plus que ça. Il a dit le N-word, bah oui, mais comment dire? En fait, il y a des dealers qui sont installés depuis longtemps, puis il y en a un qui arrive et qui a une espèce de jeune bandeur de la violence, hyper violent, qui s'appelle Marlowe et qui va reprendre il veut reprendre globalement tout le trafic. Et lui, il fait partie de l'ancienne génération de dealers et il est en mode, waouh, ce gars, il est complètement fou. Et là, il parle à un flic, hein. Et le flic lui dit, il faudrait que quelqu'un prenne ses responsabilités. Mais c'est là toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que le flic, il pourrait être très bien être en mode, oh là là, tous les dealers, je les mets derrière les barreaux. Non, il est en mode, le trafic de drogue, on pourra pas l'arrêter. Par contre, je préfère qu'il soit tenu entre les mains de gens qui ont pas envie de buter tout le monde, plutôt qu'un jeune complètement fou, bandeur de violence. Enfin, c'est... Bref. Bref. Allez voir The Wire. I don't give a fuck. Là, en gros, il est en train de conseiller à un dealer d'aller buter un autre dealer. Just don't ask me to live on my fucking Pour pas que le trafic soit horrible, en gros. knees, you know? You're a soldier, Bodhi. Hell yeah. Dans cet extrait, Bodhi est sur la pente descendante de la colline de Sisyphe. Il observe son sort avec clairvoyance, et c'est ça qui fait de lui un guerrier et non un pion, comme le dit McNulty. Il n'est pas résigné. Et c'est là où je voulais en venir par rapport au constat de Camus. Il nous incite à ne pas sombrer dans le fatalisme, même face à l'adversité, et à parvenir à avoir de la beauté dans cette condition humaine, souvent difficile, en ce sens que c'est aussi par la souffrance qu'on apprend à l'apprécier. C'est pour ça qu'Albert Camus termine son bouquin en affirmant qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Et j'ai un dernier extrait du mythe de Sisyphe à vous lire pour conclure l'épisode, qui souligne justement cet aspect-là, que c'est aussi en étant confronté à la souffrance qu'on apprend à apprécier, à aimer les meilleurs aspects de la condition humaine. Et que même c'est probablement impossible. La vie est tragique, bah après c'est Nietzschéen aussi ça. Possible de l'aimer sans être confronté à ce contraste. C'est un extrait d'ailleurs qui à mon avis contient l'une des plus belles phrases écrites par Camus à ce sujet, et c'est là où il est balèze je trouve l'ami Albert, dans le style il a quelque chose de très poétique. Je cite. « Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent, appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. »